Alors, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais voilà, je suis très contente d'être avec vous. Merci de m'avoir invitée au congrès, voilà, de pneumologie, pour vous parler des particularités de la pneumonie chez la personne âgée. Donc Virginie Prenki, je travaille en maladies infectieuses et aussi, en gériatrie au HUG, donc Hôpitaux universitaires de Genève. Je n'ai pas de conflit financier avec cette présentation. Je suis membre du panel des recommandations françaises qui sont en cours sur la pneumonie d'aspiration et aussi membre de sociétés savantes, notamment le groupe de recherche sur les infections chez la personne âgée, le groupe européen. Donc voici le plan que je vais suivre. Alors on est un petit peu en retard, je pense que j'aurai que 20 minutes pour vous parler. Je vais essayer de passer plus ou moins rapidement mes diapositives. Donc, on va vite parler d'épidémiologie avant d'aller dans le vif du sujet et parler des difficultés du diagnostic de la pneumonie dans cette population. Puis, très peu de diapositives sur la difficulté de prise en soins pour aborder la pneumonie d'aspiration, puis la prévention. Alors, j'ai fait en sorte que ma présentation ne recoupe pas celle de la professeure André Jacques qui parlera juste après moi et qui parlera sans doute des nouvelles recommandations françaises dans la pneumonie communautaire, notamment sur le traitement. Donc, au niveau épidémiologique, vous savez tous comme moi que nous assistons à un très rapide vieillissement de la population globale. Et selon les projections, en 2100, on aura plus d'une personne sur quatre âgée de plus de 65 ans. Bien sûr, ceci dépend des pays, des continents. Et donc, concernant les infections respiratoires, il faut savoir qu'il y a 500 millions d'infections chaque année, alors selon les estimations du Global Burden of Disease de 2019. Et les adultes de plus de 70 ans sont les plus touchés. Pour l'incidence de la pneumonie acquise en communauté, en Europe, les chiffres, c'est 14 cas à peu près pour 1000 adultes de plus de 65 ans. Et il faut savoir que ces personnes sont très impactées par la mortalité. Environ 1,23 million de décès chez les plus de 70 ans liés à une infection respiratoire. Et c'est beaucoup plus que des décès liés à la tuberculose ou au VIH dans cette tranche d'âge. La mortalité aussi augmente avec l'âge, vous voyez, jusqu'à 14% de mortalité à un mois pour les plus de 80 ans. Et il faut savoir que cette mortalité se poursuit, c'est-à-dire que dans les années qui suivent la pneumonie, voilà, cette mortalité est augmentée et on sait qu'un adulte sur trois va décéder dans cette année qui suit la pneumonie acquise en communauté. Il n'est pas rare non plus que les patients récidivent. Et puis, au niveau épidémiologique, je voulais aussi attirer votre attention sur les changements épidémiologiques très récents liés à la pandémie de Covid. Donc, pour les agents pathogènes en cause dans la pneumonie communautaire, il y avait cette très belle revue de littérature parue dans le New England qui vous montre voilà, les germes les plus fréquemment retrouvés, notamment le pneumocoque en tête de liste, hein, le staphylocoque doré résistant, alors pardon, sensible à la méticilline, le MSSA. Il peut aussi être résistant et la prévalence effectivement dépend des pays. En Suisse, heureusement, nous sommes plutôt épargnés, contrairement par exemple aux États-Unis. Le streptocoque pyogénès aussi, et puis des pneumocoques, voilà d'autres types de pneumocoques, ce qu'on a de plus en plus souvent depuis la fin du confinement, après cette pandémie. Et il faut noter que chez les personnes âgées, alors on a bien sûr Haemophilus influenzae, Hémoraxella cataralis, mais chez les personnes âgées, fragiles, multimorbides, on va avoir une plus forte prévalence incidence de pathologies, d'infections à entérobactéries, comme Klebsiella pneumoniae par exemple. On n'oublie pas non plus les germes dits atypiques, et vous savez que nous sommes dans une épidémie mondiale de Mycoplasma pneumoniae, avec une conséquence sur le traitement, bien sûr, qu'on va mettre en place. Et puis, bien sûr, les virus respiratoires maintenant ont toute leur place dans la pneumonie, hein, notamment l'influenza, virus de la grippe, et le SARS-CoV-2, ces deux virus pouvant être traités hein, par des antiviraux. Il y a aussi d'autres virus comme le RSV qui peuvent être très dangereux chez la personne âgée. Pour les données microbiologiques, vous voyez aussi cette cohorte britannique sur plusieurs milliers de patients où les auteurs avaient classé les patients en deux groupes selon le risque d'une aspiration.
versus pas de risque d'aspiration et les pathogènes retrouvés restaient le pneumocoque, Haemophilus influenzae, le MSSA. Et puis, les bacilles gram négatifs étaient aussi retrouvés plus fréquemment chez les patients avec des risques d'aspiration. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vraiment vous parler des difficultés du diagnostic, donc avec des cas cliniques. Le premier, assez simple, il s'agit d'une patiente de 85 ans qui vit à domicile et qui est autonome, qui a une insuffisance cardiaque chronique et qui a un diabète non insulino-requérant. Elle a une fièvre à 38,2, de la toux et une dyspnée depuis Pardon, 2 jours. pardon, professeur Virginie. Oui, On est figé oui, sur la première plaque du diapo. oui. Ah, vous êtes toujours sur la Oui, première plaque? oui. Oula. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous Euh, avez ouvert deux fichiers? Je sais pas. Allô? Oui, là c'est bon. Diagnostic de pneumonie. Oui, d'accord. Merci, au revoir. Alors, je continue, pardon. Donc cas clinique, donc cette patiente, voilà, on peut se demander est-ce que c'est une infection et est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel? Est-ce qu'il s'agit d'une pneumonie, une bronchite ou une pneumonie, voilà, bactérienne ou virale et quels examens réaliser? Et là, donc le diagnostic de pneumonie selon les recommandations internationales et notamment de l'American Thoracic Society, disent qu'il faut le baser sur des critères à la fois cliniques, donc des signes et des symptômes aigus dont on parlera après, mais voilà, vous les connaissez très bien, hein, des signes pulmonaires, mais aussi infectieux. La biologie, hein, notamment la CRP, voire la procalcitonine, la PCT. Et il faut des critères radiologiques, c'est-à-dire l'apparition d'un nouvel infiltrat. Alors, sur la radiographie thoracique, mais voilà, c'est un examen qui est considéré comme une méthode diagnostique facile, accessible et coefficace, mais la radio a ses limites chez la personne âgée. Je vous ai mis un exemple ici sur cette radio. Et puis, vous voyez, chez notre patiente, en fait, les cliniciens ont été induits en erreur par cette radiographie où ils ont interprété une pneumonie, voilà, en voyant des images de pneumonie bilatérale, mais lorsqu'on a réalisé un scanner low dose, donc à faible irradiation et sans injection, dans le cadre d'un essai clinique, on a vu qu'il s'agissait d'une insuffisance cardiaque, hein, avec donc bien la cardiomégalie, scissurite, épanchements pleuraux bilatéraux. Et en fait, les hémocultures et la culture d'urine chez cette patiente sont revenues positives. Donc, il s'agissait d'une pyélonéphrite aiguë à Escherichia coli, avec une insuffisance cardiaque gauche chez une patiente qui est diabétique, aux antécédents d'infection urinaire à répétition et qui a des symptômes urinaires un peu abâtardis. Voilà. Donc, pour vous montrer la difficulté du diagnostic dans cette population, ici, vous avez une plaque qui vous montre les diagnostics différentiels possibles. Alors, chez les personnes âgées, bien sûr, on peut avoir exacerbation de BPCO, mais très fréquent, l'insuffisance cardiaque, hein, et puis le sepsis non respiratoire, je vous en ai montré un exemple. Pensez aussi au cancer du poumon, bien entendu, et puis l'embolie pulmonaire, mais là, il faudra effectivement avoir un scanner injecté. Ou voilà, d'autres méthodes diagnostiques. Et donc, pour vous dire voilà, que ce reste un défi diagnostique, souvent il y a une absence de fièvre, hein, lors d'une infection. Ceci augmente avec l'âge. La triade toux, fièvre, dyspnée est absente chez la moitié des patients qui ont une pneumonie dans des cohortes gériatriques. Et les signes cliniques de pneumonie sont beaucoup moins spécifiques que chez les plus jeunes. Et là, vous voyez sur cette plaque les particularités cliniques de la pneumonie chez l'âgé. Alors, on a les signes et les symptômes classiques, respiratoires et infectieux, mais encore une fois, voilà, on peut ne pas avoir de fièvre lorsqu'on est multimorbide, fragile et sans être immunosupprimé ou avoir un seuil, un seuil thermique abaissé. Bien sûr, il peut y avoir des signes hémodynamiques en cas de choc septique, mais ces personnes-là vont avoir des pathologies chroniques beaucoup plus fréquentes et vont les décompenser en même temps que l'infection. Par exemple, décompensation d'une insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale. Et la particularité aussi en gériatrie, c'est ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, c'est-à-dire qu'une personne âgée qui a une pneumonie va se présenter aux urgences pour une chute, en fait. Le motif d'admission, ça va être par exemple la chute ou une confusion aiguë ou une anorexie, voilà. Et puis la fièvre peut apparaître dans un second temps. Alors, comment faire pour essayer d'étayer ce diagnostic? On a parlé de la radiographie thoracique, mais qui peut être difficile à interpréter chez les personnes âgées. Donc, il faut qu'elle soit faite, bien faite, de qualité, debout, de face, profil,
cliché inspiré, ce qui est parfois difficile chez les patients grabataires. Alors on va s'aider avec l'ultrason, par exemple, pulmonaire, ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le pratiquer en Algérie. Là, on peut voir une consolidation pulmonaire avec un bronchogramme aérique qui signe le diagnostic et puis le scanner thoracique, comme on a vu précédemment pour l'aspergillose pulmonaire. C'est vrai que les images sont tellement plus performantes et ça nous aide beaucoup. Et juste pour vous montrer cette étude qu'on avait faite il y a quelques années, une étude prospective observationnelle sur la valeur diagnostique du scanner thoracique à faible irradiation sans injection chez les personnes âgées. Et on montrait que ce scanner permettait de reclassifier le diagnostic de pneumonie fait par le clinicien, juste sur la base de la clinique, de la biologie et de la radiographie thoracique. Et ça permettait le plus souvent d'exclure le diagnostic de pneumonie et de diriger le clinicien vers un autre diagnostic. Alors, si on passe sur le deuxième cas clinique, alors je suis désolée, j'ai certaines slides en anglais. Une patiente de 90 ans qui est admise aux urgences gériatriques des HUG pour une chute aiguë et puis de la fièvre, et elle vit à domicile avec son mari. Elle est plutôt indépendante pour ses activités de la vie quotidienne. Et comme comorbidité, il y a peu de choses, HTA et fibrillation auriculaire. Elle est vaccinée contre la grippe, contre le SARS-CoV-2. Je n'ai pas parlé du pneumocoque. Et puis, vous savez qu'il y aura bientôt la vaccination contre le RSV qui va arriver. Donc, la patiente se présente avec une fièvre à 38,2, de la toux aiguë, dyspnée et la décrépitant en base droite. Elle désature, 89 en air ambiant. La fréquence respiratoire est augmentée à 24. Sa tension artérielle est normale, 14/7. Et puis fréquence cardiaque augmentée aussi à 110. Elle n'est pas confuse. Et puis la question pour vous, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, dans votre pratique quotidienne pour avancer dans votre diagnostic? Alors oui, vous pensez à une pneumonie acquise en communauté. Est-ce que, donc je ne peux pas communiquer avec vous, mais et dans les guidelines, il faut vraiment avoir trouvé cet infiltrat, donc soit avec la radio, soit un scanner thoracique, soit un ultrason. Alors j'imagine que si on n'est pas formé à l'ultrason et qu'on n'a pas de scanner sur place, c'est compliqué. Il faut avoir aussi ce syndrome inflammatoire. On cherche la CRP et la PCT. Et puis nous, alors au HUG à Genève, on a la chance, on a quand même un très beau plateau technique, un très bon laboratoire de virologie aussi. Donc on va faire des tests diagnostiques rapides pour le pneumocoque et la Legionella pneumophila de sérotype 1, donc les antigènes urinaires. On pourra parler de la sensibilité, de la spécificité. On va faire les PCR pour les virus sur frottis nasopharyngés ou oropharyngés, pour le SARS-CoV-2. Et la grippe, c'est recommandé parce que ça va changer notre prise en charge. Et puis on le fait aussi assez facilement pour les autres virus, même s'il n'y a pas forcément de traitement, mais ça va nous permettre d'isoler les patients, de ne pas les mettre en chambre à plusieurs lorsqu'on les hospitalise. Et puis, on fait aussi volontiers la PCR pour le mycoplasma pneumoniae, puisqu'on est en période d'épidémie, et puis que le traitement va changer, puisque vous savez que cette bactérie n'est pas sensible aux bêta-lactamines et qu'on doit traiter avec des macrolides ou des fluoroquinolones ou des cyclines, tétracyclines, Et puis, donc, est-ce qu'on fait des cultures, des hémocultures, des cultures d'expectoration? Hémoculture, c'est peu rentable lorsqu'on n'est pas en sepsis sévère, en choc septique, mais quand on est hospitalisé, on peut le faire effectivement, mais en ville, ça va être plus compliqué. Puis les expectorations, c'est difficile à réaliser chez les personnes âgées en fait. Et là, vous verrez, je vous donnerai, je pense que vous aurez les diapos, les recommandations américaines qui vous disent ce qui propose d'être fait selon que le patient est ambulatoire ou hospitalisé dans une unité aiguë ou hospitalisé aux soins intensifs. Alors, il n'avait pas pensé, c'était avant la pandémie, il n'avait pas pensé aux PCR respiratoires, enfin, des virus respiratoires en dehors des soins intensifs, mais nous, on le fait volontiers, même en ville, ou des tests antigéniques aussi pour le Covid, puisque ça change la donne et puis qu'on a des traitements. Alors, j'ai plusieurs diapos que je ne voulais pas vous montrer par manque de temps. Je crois qu'il me reste plus que 5 minutes. Donc, je vais accélérer un peu. Mais donc, ce cas clinique de cette patiente qu'on vient de voir, nous, à Genève, on l'a traitée par coamoxicilline. Alors, elle avait reçu des macrolides au tout départ parce qu'elle avait un
CURB 65, hein, qui est le score de sévérité qu'on utilise pour dépister, voilà, pour savoir quels sont les patients qu'on va hospitaliser et chez qui on va élargir le spectre antibiotique. Les antigènes urinaires étant négatifs pour Legionella et la PCR mycoplasme négative aussi. Du coup, voilà, on a laissé la coamoxicilline qu'on a rapidement switché Perros. La durée de traitement, on fait selon les recommandations de la CAP 5 jours et la professeure André Jacques va vous en parler sans doute après moi. Pas de stéroïdes parce que voilà, pas une patiente qui n'était pas ni aux soins intermédiaires ni aux soins intensifs. Ce que je voulais vous dire, c'est que chez la personne âgée, c'est très important de traiter les comorbidités qui décompensent en même temps, notamment ici l'insuffisance cardiaque, mais pensez à la physiothérapie ou la kiné, en français la kinésithérapie respiratoire et de mobilisation, très important pour le pronostic des patients. Alors, il y a encore très peu de littérature sur le sujet, mais voilà. Et renutrir les patients aussi parce que voilà, time is muscle, enfin, ils perdent du muscle très rapidement et donc c'est une course contre la montre chez ces patients. On fait aussi un screening de la dysphagie. On a de la chance d'avoir des logopédistes dans nos unités où on dit logopédiste ou il y a un autre nom en français, mais voilà, on cherche les troubles de la déglutition. Et puis l'examen oral bucco-dentaire, en fait, voilà. Donc chercher les chicots dentaires. Et puis voilà. Donc pour la suite, la pneumonie d'aspiration, ce sera le dernier gros thème que je vais traiter avant de passer à la prévention. Il faut savoir que l'aspiration, c'est un phénomène très fréquent, hein, que ce soit une micro, macro-aspiration. Alors surtout micro-aspiration, nous, voilà, on aspire toutes les nuits dans notre sommeil de la salive, parfois on a un reflux de liquide gastrique, mais on ne fait pas de pneumonie infectieuse. Dans la littérature, 5 à 15% des CAP seraient associés à une aspiration, mais sans doute plus que ça, en fait. Et plus on vieillit, plus on a de multimorbidités. Voilà, on va avoir cette CAP associée à une aspiration. Et on définit, il faut faire attention, voilà, il y a la pneumonie chimique, qui est ce qu'on appelait le syndrome de Mendelssohn, qui est une réaction inflammatoire liée à l'aspiration de liquide gastrique qui n'est pas infectieuse et qu'on ne traite pas, voilà, d'emblée. On surveille le patient, on attend 24 à 48 heures et puis bon, si le patient est très grave, il va aux soins intensifs, c'est encore une autre histoire, mais normalement, voilà, ça peut passer hein, tout seul, mais ça peut donner une forte inflammation, effectivement. En revanche, la pneumonie d'aspiration infectieuse, voilà, elle est causée par des micro-organismes suite à une inhalation. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, ce diagnostic de pneumonie d'aspiration est assez compliqué finalement parce que bah, c'est les mêmes critères que pour la pneumonie communautaire hein, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en plus, il faut avoir visualisé une aspiration, donc plutôt une macro-aspiration, ou la présence de facteurs de risque aussi qui sont là sur cette figure que vous voyez de Mandel, publiée dans le New England, où vous voyez la pathogénèse et les facteurs de risque de développer une pneumonie après une aspiration. Et Professeur, donc, il vous reste 2 minutes, s'il vous oui, plaît. 2 minutes, ouais. Donc, il y a les troubles de la déglutition, troubles de la conscience, il y a l'inhalation de liquide gastrique et puis le reflux, le réflexe de toux aboli ou diminué. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, de nos jours, il y a un shift en fait des anaérobes vers les entérobactéries qui sont en cause en fait dans ces pneumonies d'aspiration. Dans la littérature, vous verrez sur ces plaques que en 75, les auteurs montraient une forte prévalence voilà, des anaérobes dans ces pneumonies d'aspiration. De nos jours, ça a vraiment drastiquement baissé. Alors pour différentes raisons, les patients sont mieux traités, viennent tout de suite à l'hôpital. Et puis on a voilà, la PCR, on a même maintenant le NGS qu'on utilise. Et voilà, les anaérobes, on se pose la question de faut-il vraiment les cibler dans les traitements. Donc là, vous verrez que dans les recommandations américaines, les collègues ne suggèrent pas de routine d'ajouter au traitement classique de la CAP une couverture anti-anaérobe pour la suspicion de pneumonie d'aspiration, sauf s'il y a un abcès pulmonaire ou un empième, mais avec un faible niveau de preuve. Et vous verrez ici qu'il y a des études qui commencent à être réalisées, mais il n'y a pas d'essai randomisé clinique voilà, qui compare un traitement avec et sans couverture systématique des anaérobes. Donc ce serait une étude à faire. Ici, vous verrez ce qui est recommandé par notre panel pour la pneumonie d'aspiration.
Et puis, voilà, je voulais juste attirer votre attention que la bouche, voilà, il faut regarder la bouche de vos patients parce que, voilà, la plaque dentaire peut être liée, très certainement, à certaines pneumonies. Il manque de la littérature, mais plusieurs études en cours et ma dernière plaque, ça va être, la pneumonie, voilà, comment la prévenir. Donc vous verrez ici, et voilà, vous avez, l'environnement, éviter le contact avec des gens infectés. Pour des personnes âgées, c'est important, leur demander de ne pas fumer, de consommer de l'alcool, mais ça, vous connaissez mieux que moi. Les médications, alors voilà, les corticoïdes, les psychotropes, les IPP, hein, les inhibiteurs de pompe à protons aussi, c'est pas très bon. Et puis là, vous verrez voilà, une patiente dénutrie, immunodéprimée, qui a un mauvais statut fonctionnel, pauvre hygiène bucco-dentaire, qui dort avec son dentier dans la nuit, tout ça sont des facteurs de risque. Et bien sûr, les comorbidités. Et j'aimerais terminer cette présentation en vous disant que c'est très important de vacciner aussi nos patients. Voilà, ce n'était pas un talk sur la vaccination, mais je vous montre juste cette dernière slide avant les take-home messages. Des vaccins qui sont recommandés pour la personne âgée de plus de 65 ans, en tout cas chez nous au HUG ou en Suisse en fait. Et puis vous voyez que voilà, il faut penser à vacciner contre la grippe et le pneumocoque, contre le SARS-CoV-2 et puis le VRS, c'est dans le pipeline, là, ça va arriver. Donc take-home message, diagnostic difficile de la pneumonie chez la personne âgée parce que présentation atypique, aspécifique. La radio peut être difficile à interpréter. N'hésitez pas à vous aider avec un scanner thoracique ou un ultrason. Et puis, pour la pneumonie d'aspiration, visiblement, voilà, si pas d'abcès pulmonaire, si pas d'ampième, ne rajoutez pas forcément voilà, la couverture anti-anaérobe systématique à l'augmentin, au coamoxicilline qui est très bien, ou à la ceftriaxone. Voilà, je ne connais pas vos recommandations Merci. nationales. Et puis, voilà, pensez à la vaccination chez ces patients-là. Merci Merci, beaucoup. professeur Prentki, pour la communication.